soit pas pour moi, c'est Chris Ocala qui vaut pour moi. Menteur, pas ni mémoire, Kaji, dessus la croix, l'homme ou, en bagaille là, tout ou, pas qu'à faire foi. Midi, minuit, pas fait pour moi, c'est pour ma Tijuana, la Saint-Valentin, pas fait pour moi, moi seul pour ma mépris. Si l'otion t'as là, c'est pas t'as là, c'est pas li, moi faire cadeau, l'argent, l'ordinaire, gâteau, bégout pas goût. Non mais belle, ou qu'à profiter, maté, voilou, c'est aller, quitter y aller, non mais il pas dimanche. Bakti, wello, bakti, wello, bakti, wello, yepa, wello, bakti, wello, bakti, wello, bakti, wello, yepa, wello. Piti à piti, ça qui nous est qu'à vivre en couleur. En vieux zombie garé, cagoumé en bas fromager. Mais t'as fait capitois, chol souris kaidomi. Mais la case pété en fait aïe cocoa. Levez dans cabane. Joue à caroufé, mettez-vous en manœuvre. Levez dans cabane. Joue à caroufé, mettez-vous en manœuvre. Et donc après les Arawaks, eh bien, ce sont les Caraïbes qui vont arriver en Martinique à partir de 1200. Alors les Caraïbes venaient également d'Amazonie, mais eux c'était des guerriers qui étaient beaucoup plus farouches. Hein. Donc quand ils vont arriver en Martinique, eh bien, ils vont tuer les hommes Arawaks qui sont présents, ils vont garder les femmes. C'est le premier métissage qu'on va trouver ici, hommes Caraïbes avec les femmes Arawaks. Et les Caraïbes ne vont pas envahir d'ailleurs que la Martinique, ils vont envahir toute la zone à laquelle ils vont donner leur nom, c'est-à-dire la Caraïbe, les Antilles et une partie du continent américain. Alors après les invasions caraïbes à partir de 1200, c'est Christophe Colomb qui va débarquer en Martinique en 1502. Son but à l'origine, c'était d'aller en Inde en passant par l'ouest, donc il ne va pas s'attarder en Martinique, il va reprendre le cours de son expédition. Mais à ce moment-là, eh bien, la Martinique va attirer la convoitise de l'Espagne, du Portugal, de la Hollande. Mais à chaque fois, ces pays seront repoussés par les Caraïbes. Les premiers Européens qui vont réussir à s'installer de façon durable en Martinique, ce seront des Français. En 1633, là, il fait du troc avec les Caraïbes, donc il n'arrive pas pour faire la guerre. Et puis l'autre chose, c'est qu'il arrive volontairement sous nombre. Alors qu'il y a 3000 Caraïbes sur l'île, Pierre Belin d'Esnambuc ne va arriver qu'avec une centaine d'hommes.
Alors comme il n'apparaît pas menaçant, eh bien les Caraïbes vont laisser Pierre-Belin d'Esnambul occuper une partie de la Martinique. Donc évidemment à terme, le but quand même des Français c'était la colonisation, mais ils vont arriver d'une façon plus douce que les autres pays comme l'Espagne, le Portugal et la Hollande. Et une cohabitation pacifique va s'instaurer entre ces deux populations à partir de 1635, mais va prendre fin en 1636. Ça va durer peu de temps parce que Pierre-Belin d'Esnambul va mourir. Et à ce moment-là, ça va être le début de la colonisation. Donc on va faire venir des colons de métropole à qui on va attribuer une parcelle de terre qu'ils auront 5 ans pour rentabiliser. Et la main-d'œuvre pour justement rentabiliser cette parcelle viendra surtout de Normandie et de Bretagne. Ce sont des gens qu'on appelle les engagés parce qu'ils venaient en Martinique volontairement, ou alors les 36 mois. Ça c'était en référence au temps de travail qu'ils avaient effectué en Martinique. Et ces gens-là, pour les faire venir, eh bien, on leur mentait. On leur disait que vous venez en Martinique, vous plantez 600 livres de tabac, à la fin de votre travail, vous allez en percevoir 300. Avec cet argent, vous pourrez acheter ou louer une terre, enfin bref, vous pourrez devenir colon. Et en fait, ce qui les attendait, c'était tout autre chose, parce qu'une fois que les engagés arrivaient en Martinique, on les vendait aux colons. Ils devaient travailler pour lui 36 mois dans des conditions qui étaient vraiment proches de l'esclavage, parce qu'il devait rembourser son voyage pour pouvoir regagner sa liberté. La main-d'œuvre soit résistante et robuste. Et ce n'était pas le cas des Normands et des Bretons. Et il y avait deux raisons principales. La première, c'était le climat tropical, tout simplement, auquel ils n'étaient pas habitués. Et la deuxième chose, c'était le traitement que leur infligeaient les colons. Parce que les colons savaient qu'ils avaient les engagés pour 36 mois, donc c'était 3 ans d'exploitation qui aboutissaient très souvent à la mort. Sur 600 engagés, il y en avait à peine 50 qui arrivaient vivants à la fin des 36 mois. Donc à ce moment-là, les Français vont là se servir uniquement d'esclaves africains qui connaissent déjà la chaleur tropicale, et puis ils vont acheter ceux qui semblent les plus robustes pour les mettre à travailler dans les champs de canne à sucre. Là, c'est les engagés normands et bretons dans les champs qui seront remplacés par les esclaves africains. Et cette arrivée comme ça massive d'esclaves africains, eh bien ça va entraîner la création du commerce triangulaire. Donc c'est une route commerciale qui va faire prospérer le royaume de France. Alors les bateaux qu'on appelle des négriers vont partir principalement de 4 ports. Ils vont partir du Havre, La Rochelle, Bordeaux et Nantes. Ils vont partir chargés de pacotilles, ça va servir de monnaie d'échange pour acheter des esclaves. Et ils se rendront en Afrique. D'ailleurs, là, par exemple, là, on a une représentation de Gorée au Sénégal. C'était un des ports qui faisait commerce d'esclaves. Donc c'est par exemple un des ports dans lequel pouvait aller s'approvisionner un négrier. Une fois que les esclaves étaient achetés, eh bien, le négrier venait en Martinique pour les revendre, ces esclaves. Mais comme il faut rentabiliser le voyage, eh bien, le bateau ne va pas repartir les cales vides. Il va récupérer les produits que les esclaves ont travaillés. Donc ça va être le sucre, le coton, le café, le cacao, l'indigo, qui sera ensuite ramené en France métropolitaine. Et donc c'est ce triangle que faisaient les bateaux, France, Afrique, Antilles, France, qu'on appelle le commerce triangulaire. Et on va compter en tout entre 1,5 million et 2 millions d'esclaves qui seront déportés d'Afrique pour aller travailler sur la Martinique et la Guadeloupe. Mais la case n'a pas besoin d'être grande, parce que toute la vie va se dérouler à l'extérieur, et puis la vie commence tôt, au lever du soleil, donc 5-6 heures du matin. On est déjà à l'extérieur de la case, on travaille, ou alors pour les enfants qui ont la chance, ils vont à l'école. Et alors, il ne faut pas non plus penser que les gens qui vivaient là-dedans, c'est des gens qui étaient malheureux, qui étaient complètement miséreux, parce que jusque dans les années 70, il y avait des gens qui vivaient encore dans ce genre de case, et puis donc c'est des gens qui ont visité la savane. Et quand ils regardent les cases comme ça, c'est plus avec nostalgie vraiment qu'avec regret. C'est vraiment nostalgie de cette époque. Alors, on va aussi cuisiner à l'extérieur, donc on a 3 roches qui constituent le foyer de feu. Là, on a le péto en terre cuite, alors on appelle le canari ou le coconeg, et puis on a la petite toiture en bambou. Donc ça non plus, c'est pas vieux, puisque ma mère, quand elle était plus jeune, c'est là-dessus qu'elle faisait à manger quotidiennement, parce qu'elle a été élevée à la campagne ici. Et on pouvait même faire des gâteaux dedans. Alors soit on le faisait cuire au bain-marie, soit une fois qu'on faisait prendre le feu là, et bien on mettait de la braise en haut, et comme ça il y avait le feu en haut et en bas, et ça permettait au gâteau de cuire à peu près uniformément. De toute façon, on n'a pas besoin d'une cuisson au degré près, à la minute près pour les gâteaux qu'on fait ici, parce que c'est des gros gâteaux qui tiennent au corps. Et puis juste à côté, là, on a l'établi. Alors l'établi, il est en campèche. Alors on l'appelle le campèche le bois fer. C'est un bois qui est imputrescible et qui est très dense. On va aussi s'en servir, on s'en servait, puisque maintenant c'est plus le cas, pour faire les traverses des chemins de fer, parce qu'on avait des trains qui transportaient la canne à sucre. Et vous remarquez là, alors ça a été coupé il y a déjà plusieurs mois, mais on le voit encore un petit peu, vous voyez que c'est rouge un petit peu, comme ça. Et bien en fait, c'est beaucoup plus vif, quand ça vient d'être coupé, on peut faire de la teinture également. On va trouver la marine. Par exemple, on la trouve aussi en Chine.
Bien sûr, là-bas, on ne va pas l'appeler la Marion, on l'appelle autrement, mais sinon, son nom savant, c'est le Mimosa pudica. Et c'est une plante qui a de nombreuses vertus. Par exemple, on va s'en servir dans la médecine chinoise parce qu'elle améliore la circulation du sang. C'est très bon contre les hémorroïdes, c'est très bon également, ça a des vertus qui permettent d'arrêter aussi les saignements, la Marion. Mais ici, bah, l'utilisation médicale est un petit peu restreinte. Hein. Ici, c'est plus une mauvaise herbe en bas. C'est très sec, hein, donc, mais ça fait un petit fruit qui est rouge, mais là ça a bruni hein, parce que ça a séché. Et à l'intérieur, vous voyez, il reste encore quelques graines. Mais quand c'est frais, eh bien, c'est comme si on mettait le doigt dans de la gouache. Vraiment, le doigt ressort tout rouge hein, quand on fait comme ça. Bon, là, c'est pas le cas, hein, mais encore, mes mains sont un petit peu moites, donc si je prends une graine, ça va vraiment rougir tout l'intérieur de ma paume. Et bah, justement, on va se servir de du fait que ça colore. Eh bien, hop là, les Caraïbes déjà s'en servaient. Ils prenaient les graines de roucou qu'ils écrasaient. Ils s'enduisaient la peau avec. C'est pour ça qu'on appelle d'ailleurs les Indiens les peaux rouges, parce qu'ils avaient du roucou sur la peau. Ça permettait de se protéger du soleil et également de chasser les moustiques. On va également s'en servir dans l'industrie alimentaire. C'est le roucou qui va donner la couleur rouge au chorizo, à la merguez, à l'édame, à la mimolette. Et puis de façon un peu plus locale, on va s'en servir dans l'huile de roucou, hein, c'est une huile alimentaire. Et puis le beurre rouge, c'est du saindoux qu'on va colorer avec des graines de roucou. C'était, on va dire, l'ancêtre du concentré de tomate. Pour faire notre bouillon de poisson. Exactement, pour donner la couleur rouge, hein, il n'y avait pas de concentré de tomate. Et les tomates ne colorent pas, les tomates fraîches ne colorent pas la sauce. Hein, donc on mettait du beurre rouge dedans. Ouais. Par contre celui-là, il a l'air... Ah bah d'ailleurs je l'ai enlevé. Alors si quelqu'un veut goûter, c'est tout à fait comestible. Hein. Quelqu'un qui ne connaît pas le zikak. Non, alors c'est pas très bon. Moi, c'est bon. C'est pas c'est comme En fait, on l'appelle aussi prunier de coton parce que il a une texture qui ressemble un peu au coton quand on l'a dans la bouche, hein, le fruit. Et alors, il y a des gens qui le malaxent avant de le manger, mais c'est pas obligatoire. Mais de toute façon, ce qui est intéressant, c'est pas vraiment le fruit. Hein. C'est ce qu'on peut faire avec les feuilles. Après l'accouchement, les femmes prenaient les feuilles d'ikaki qu'elles cassaient dans l'eau de leur toilette. Elles faisaient leur toilette avec et ça permettait de resserrer le col de l'utérus après l'accouchement. Et là, vous voyez l'arbre avec les petites feuilles comme ça. Eh bien, c'est la quina. On va en tirer la quinine hein, pour lutter contre le paludisme. Presser la canne. Il y a le jus qui va s'écouler le long de la paroi. En dessous, on va mettre un coulis, une calebasse. Pour récupérer ça, on aura du jus frais. Hein. Alors ça, c'est à usage individuel, hein. C'est comme si on avait notre petit presse-agrumes chez soi. Si on veut utiliser le jus de canne à des fins industrielles, par exemple pour faire du sucre ou alors pour faire du rhum, eh bien dans les habitations, c'était pas chaque esclave qui avait son petit pressoir comme ça, c'était une grosse presse qui était tractée par des animaux. Et à ce moment-là, on avait beaucoup de jus et on en se servait pour faire le sucre ou le rhum. Mais là vraiment, c'est parce qu'on est à côté de chez soi et puis on a son petit pressoir pour faire le jus de canne à sucre. Et le jus de canne se boit frais, hein, ça se conserve pas, un petit peu comme l'eau de coco. Il y a déjà du bois qui est disposé, hein, c'est du campèche. Et puis on va le recouvrir de terre et on va laisser ça se consumer pendant plusieurs jours. Alors là, j'ai expliqué ça vraiment de façon très schématique, mais ça demande un véritable savoir-faire. Hein, de brûler du bois pour en faire du charbon. Et ça, c'est quelque chose que certains esclaves maîtrisaient, c'était s'opposer au charbon. Et ils ont pu le mettre en application après l'abolition de l'esclavage, puisqu'ils avaient le droit de le produire et de le vendre à leur propre compte. Et aujourd'hui encore, on se sert beaucoup de charbon, notamment dans la cuisine, simplement pour retrouver les saveurs d'antan, parce que ce qu'on va cuisiner sur du charbon, hein, que ce soit mijoté ou grillé, eh bien... Encore pareil que sous le gaz. Merci de compléter ma phrase. Alors celui-là, il n'est pas si vieux que ça, c'est vrai qu'il a une apparence, on dirait qu'il est très vieux, mais en fait il a que 30 ans. Et il ne va pas vraiment prendre de la hauteur, il va surtout... Bon, ici les choses poussent vite. Hein. Donc il ne va pas prendre de la hauteur, il va surtout prendre de l'envergure. Et on va se servir de toute l'ombre que ça va donner, parce qu'en dessous on va planter par exemple caféier ou cacaoyer, qui sont des potagers délicats qui ont besoin d'ombre pour prospérer. Et alors là on a le bois canon, alors c'est un arbre qui est vraiment intéressant, le bois canon, vous voyez c'est l'arbre qui est en contrebas avec les troncs qui sont blancs, parce qu'il y a deux bois canons. Et en fait, les feuilles du bois canon vont changer de forme à l'approche d'un cyclone ou d'une tempête tropicale. Elles vont se retourner et ça va se voir tout de suite. Alors là, en fait, je vais vous montrer juste là, parce qu'on a une petite pousse de bois canon. Et vous voyez que le dessus de la feuille est vert et en dessous, eh bien, c'est blanc.
et bien quand les feuilles vont se recroqueviller comme ça va faire des boules blanches. Et comme c'est un arbre qu'on trouve de façon très commune, c'est pas uniquement l'arbre qui va blanchir, c'est toute la colline. Et ça va être un signal d'alerte pour les pêcheurs. Ils sont en mer, ils voient que la colline est devenue blanche parce que les feuilles du bois canon se sont retournées, et bien ils savent qu'il est temps de rentrer se mettre à l'abri parce que dans les heures qui viennent, il y aura un cyclone ou une tempête tropicale. Parce qu'aujourd'hui, pour nous prévenir, on a les alertes jaunes, oranges et rouges de Météo France. À l'époque, évidemment, il n'y avait pas toute cette technologie, donc il fallait que les gens observent la nature pour savoir un petit peu, pour dessiner les indices, pour savoir un petit peu le temps qu'il allait faire. Il y a beaucoup d'histoires de magie noire, de sorcellerie autour de ça. Et une des raisons de cette mauvaise réputation, c'est que les maîtres attachaient leurs esclaves au pied du fromager quand ils voulaient les punir. Donc vous remarquez que les épines sont acérées, hein, et elles sont aussi très solides, hein, c'est avec un outil. Hein. Celles qui sont blanches comme ça, c'est avec un outil qu'il faut les enlever. Celles qui sont jaunes, c'est celles qui sont marrons. Et en regardant le tronc aussi, pardon, excusez-moi. En regardant le tronc, vous voyez qu'il est vert. C'est parce qu'il est très tendre. On peut enfoncer son ongle dans l'écorce du fromager tellement elle est tendre. Et c'est pour ça qu'il a des épines, pour se protéger. Mais en vieillissant, l'écorce va s'épaissir et donc il n'aura plus besoin de ses épines. Par exemple, il y a un fromager à Saint-Pierre, il a 400 ans, il est vraiment très très vieux. Hein. Il a un diamètre qui est très très impressionnant et comme il est vieux, il n'a plus du tout d'épines. Ce fromager qui est là, eh bien, il a 7 ans. Donc forcément, il est tout jeune, il a besoin encore de ses épines pour se protéger. Alors les épines simplement elles ne sont pas toxiques, elles ne sont pas venimeuses, mais évidemment attachées autour, eh bien ce sera très douloureux. Il y a tout plein de goyaviers, donc il y a des petites goyaves comme ça, hein, mais ce que je voulais vous montrer c'est pas vraiment la goyave, c'est surtout les bourgeons. Les bourgeons quand ils sont comme ça on va s'en servir. Eh bien on va s'en servir par exemple à la place de l'imodium. Si on a la diarrhée ou la gastro, ici on appelle ça digite ou cacarelle, hein, la version originale, eh bien on va utiliser les feuilles comme ça en infusion. Ou alors si vraiment on n'a pas le temps, il faut y remédier de façon assez pressée, à ce moment-là on prend 4 ou 5 bourgeons comme ça qu'on va mâcher, ensuite on recrache la pulpe. Et ça c'est vraiment radical, hein. C'est effet seconde, on n'a plus mal au ventre, on n'a plus à aller aux toilettes. Par contre il faut quand même faire attention parce que tout ce que je vous ai montré c'est de la médecine douce, hein, parce que c'est par les plantes, donc ça va prendre plus de temps que les médicaments qu'on va acheter en pharmacie. Par contre les feuilles de goyavier c'est pas du tout ça, hein. Vous en prenez 4 ou 5, vraiment c'est suffisant parce que si vous en prenez plus, ou alors si vous en prenez que vous n'êtes pas vraiment malade, à ce moment-là c'est la constipation garantie. Hein. Sécher, on va obtenir un récipient, donc on peut manger dedans, faire à manger. On va également s'en servir pour aller récupérer l'eau par exemple, et puis les Arawaks et les Caraïbes eh bien s'en servaient comme gros maracas, c'était comme un gros chacha. En temps longtemps, nèg enchaîné pour liberté, 27 mai c'est journée libérée. Mais liberté, ça pas ni jour. Liberté, c'est pour toujours. Si ça changeait, pas nous place nous en la vie. En liberté, illiberté. Il dit trop longtemps, mais quand ouais misère. Tous les jours, yo qu'a fait au songer, qui ou c'est esclave, qui coulait sa beauté là, empêcher ou avancer, mais pas trouver en caille, mais pas trouver travail. Il dit pays nous a tout fait, nous pas ni la parole, même après 150 ans. Ni tellement longtemps, Ni tellement longtemps, tout n'a pas fait. tout le monde qu'apprend fait. Il dit trop longtemps, Il n'y trop longtemps, mais quand ouais misère. le kawa mi sèche, oui. Nèg marron levé, il prend liberté. Nèg marron levé. Roulé, tant pour la liberté. Lité yo, lité pour liberté. Nèg marron levé.
I